Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Didier Prince Abodjan, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon, rattaché à l'Institut des droits de l'homme, qui va nous parler de la transformation du port de Lomé à l'heure du changement climatique. Chers collègues, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup. Je suis content de participer à cette journée. C'est vrai que depuis mes lointaines études en droit maritime, en maîtrise de droit, je n'y suis plus revenu, m'étant spécialisé plutôt dans le droit international des droits économiques, sociaux et culturels, avec une approche plutôt éthique fondée sur ces droits sociaux fondamentaux. Et donc, pour moi, c'est un plaisir de revenir dans ce domaine maritime avec cette option d'une application éthique des droits sociaux fondamentaux. Et c'est dans ce sens que j'aborde donc de façon exploratoire cette question des ports face aux défis du changement climatique. Et donc, c'est vrai que le titre de mon intervention est osé vu cette démarche exploratoire, mais je pense que la question du changement climatique nous amène un peu à avoir une vision un peu plus complexe des problématiques des personnes en lien avec leur environnement. Et donc, c'est dans ce sens que la question de la transformation du port de Lomé m'intéresse particulièrement. Je voudrais ajouter aussi en termes méthodologiques que ce qui m'intéresse, c'est aussi une approche ethno-méthodologique. Et donc, le fait d'avoir choisi un port, parce que je suis togolais d'origine, et donc j'ai un ensemble de représentations de ce que constitue le port autonome de Lomé aux yeux du citoyen togolais. Et donc de choisir comme ça une focale m'intéresse aussi, sachant que il y aurait ensuite pour moi l'intérêt d'une recherche appliquée, d'une investigation en vivant un peu le port comme une localité intéressante de ce point de vue. Alors pour mon intervention d'aujourd'hui, je vous propose donc en lien avec la thématique d'aborder les enjeux, ensuite les opportunités d'action en termes d'adaptation et d'atténuation des impacts du changement climatique à partir du port autonome de Lomé. Et puis, je vous présenterai les processus de transformation en cours. D'après les informations que j'ai glanées en ce début exploratoire d'analyse. Pour les enjeux, il est vrai que le réchauffement climatique a des répercussions fondamentales et vitales en lien avec la disponibilité de produits vitaux aux personnes comme la terre, l'eau douce, la question de la sécurité alimentaire, les ressources énergétiques, etc. Et donc, pour des pays les moins avancés ou des pays en développement déjà vulnérables, lorsqu'il y a des impacts de changement climatique, les citoyens de ces pays sont les plus touchés, puisque les systèmes socio-économiques sont déjà un peu déficients et que leurs écosystèmes naturels sont aussi des sources de survie pour la plupart des citoyens. Et donc, on voit qu'il y a quand même un enjeu majeur
en raison du faible niveau de protection sociale, des faibles ressources économiques, et puis de l'absence de capital humain aussi formé pour penser la vulnérabilité aux chocs économiques et environnementaux. Et donc l'enjeu est crucial pour ces pays, dont le Togo, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, mais qui dispose d'un port en eau profonde, hein, et c'est le seul port en eau profonde de la côte ouest africaine. Ce port constitue donc pour le Togo un pôle d'attraction pour le commerce et l'industrie. C'est aussi un pôle d'acheminement de ressources vers les pays enclavés au nord du Togo, comme le Burkina, le Mali et autres. En même temps, ce port est annexé annexé à une vaste zone franche industrielle d'exportation où il y a quand même un certain nombre d'entreprises. Et donc, pour un petit pays comme le Togo, il y a un enjeu majeur parce que le port autonome de Lomé est un acteur incontournable dans les activités socio-économiques du pays. Et donc, cet enjeu il est fondamental et on peut théoriquement l'annexer à l'objectif de développement durable numéro 13 qui recommande de prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Ce qui m'amène, moi, à penser les enjeux autour de deux axes d'attention, à savoir la gestion des aléas marins, donc ce qui comprend par exemple le risque d'élévation du niveau de mer, puisque le port de Lomé est à la capitale et la ville est au bord de la mer, et donc cette question est majeure. La question de l'érosion est vitale aussi. Il peut y avoir des inondations, parfois il y en a à plusieurs épisodes en saison de pluie à Lomé. La question des tempêtes et puis d'autres aléas annexes ou connexes comme les incendies, les épisodes de sécheresse qui ne sont pas fictifs, hein, puisque de plus en plus ces régions sont très chaudes. Donc premier axe d'attention, la gestion des aléas marins. Deuxième axe d'attention, la gestion du risque environnemental. Alors, pris ici pour moi comme un risque écologique, en prenant en compte le système, l'écosystème organisationnel du port de Lomé, parce qu'il y a le port, activité de transport, il y a la présentation géographique, et il y a le lien avec les acteurs industriels, économiques, etc. Donc, le deuxième axe, je le mettrai plutôt dans le cadre de la responsabilité sociétale des organisations pour embrasser, en fait, cette dimension économique. Et comme l'a dit François Daniel tout à l'heure, cette question changement climatique est une question structurelle, socio-totale, hein, et qui interroge l'ensemble de la chaîne de valeur qui nourrit le port autonome de Lomé et qui est servi aussi en même temps par ce port. Alors, deuxièmement, ces enjeux étant posés, il est clair que dans la gestion du port autonome de Lomé, ces enjeux sont diagnostiqués, d'où l'expression d'opportunités d'action, d'adaptation et d'atténuation d'impact. Et donc, pour ce qui concerne les aléas marins et annexes, on voit dans les textes du port autonome de Lomé un engagement à investir dans des solutions basées sur la nature. Le port autonome de Lomé connaît une activité économique florissante, surtout ces 5 dernières années.
Et donc, au niveau du port, ils veulent bien allier cette richesse économique avec un ensemble d'engagements pour la conservation et la restauration des écosystèmes naturels, et, ainsi que la préservation des habitats côtiers, la pêche et l'aquaculture durable. Et donc, ils considèrent bien que l'aquaculture réparatrice permet, voilà, en solution naturelle, d'aider à se prémunir des aléas marins. Il y a aussi la volonté de protéger et restaurer les récifs coralliens, qui sont en gros des habitats naturels et des défenses de première ligne contre les catastrophes. Alors, en plus des solutions basées sur la nature, les acteurs du port autonome de Lomé appellent à un investissement dans des solutions technologiques. Et puisque le Togo fait partie d'un ensemble d'organisations internationales maritimes, voilà, les autorités travaillent à trouver des solutions technologiques pour protéger des zones maritimes, les zones maritimes protégées. Et notamment faire respecter, parce que la question de la sécurité et de l'inspection est importante, faire respecter les règles de protection marine, de protection contre la pêche illégale, de protection contre la pollution marine, contre les déchets, les effluents ou les émissions atmosphériques. Et donc, ces engagements, on peut les trouver encore exprimés dans la politique qualité-sécurité environnementale du système de management du port autonome de Lomé. Le port a une certification ISO, notamment pour l'environnement ISO 14001 dans sa version 2015. Et donc, dans les objectifs stratégiques de ce management intégré, vous avez voilà, la volonté de protéger l'environnement, de mettre tout en œuvre pour prévenir la pollution, verdir le port, prévenir les situations environnementales indésirables, réduire l'impact environnemental lié aux activités portuaires, participer à l'effort de décarbonisation. Décarbonation. Alors, on en a beaucoup parlé, donc tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est vrai que le processus est à ses débuts, puisqu'il faut beaucoup de moyens, y compris techniques, qui ne sont pas encore totalement à jour. Globalement, dans les objectifs stratégiques du management qualité, sécurité, environnement, il y a la volonté d'approfondir et développer une culture environnementale de l'ensemble des parties prenantes, y compris internes et externes. Alors, il faut d'autre part souligner que le Togo s'est doté d'une loi portant code de la marine marchande en 2016, dans lequel il y a un volet protection de l'environnement. Et de ce point de vue, le port autonome de Lomé s'est mis en situation d'acquérir des équipements pour recycler les eaux usées des navires, recycler les déchets solides et éviter d'autres sources de pollution, tout en travaillant à éliminer les dangers et réduire les risques sur la santé et la sécurité. Il y a aussi cette volonté de consulter, faire participer les travailleurs, les salariés du port, pour qu'ils intègrent cette culture générale de protection. Et voilà, bon, pour terminer, puisque j'ai plus que une minute, je vais parler des processus de changement qui sont en cours en lien avec tout ce que j'ai dit, sachant que
voilà, étant dans une démarche exploratoire, je n'ai pas assez de documents pour évaluer les résultats. De toute façon, en 8 points, 7 points, je vais essayer de dire ce qui est en cours, qui est intéressant et poser des questions voilà, pour conclure en gros. D'abord, des formations nationales et en coopération internationale. Donc, ce qui est intéressant dans le processus de changement, c'est qu'en lien avec l'OMI, la CNUSED, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, l'Organisation des Nations Unies sur le changement climatique, on a un ensemble de formations à laquelle participent les autorités du port autonome de Lomé, ce qui met en dynamique un ensemble de changements. Le Togo a adhéré aux conventions relatives à la sécurité maritime, à la pollution de la mer par le transport des hydrocarbures. Et donc, il y a des ateliers, souvent de formation, exemple, atelier avec l'OMI sur le renforcement de la sûreté portuaire au Togo 2023, avec des missions d'évaluation. Et donc, cette dynamique en lien avec la coopération internationale participe de la formation des acteurs et un ensemble de dynamiques. Au niveau interne, le Togo a lancé une formation en océanographie avec cette dimension pluridisciplinaire de façon à former des spécialistes pour aider stratégiquement et de façon innovante aux objectifs, notamment de protection de l'environnement. Deuxième, il y a quand même un besoin d'évaluer in situ les risques propres et actualisés du port autonome de Lomé. Donc là, on a quand même des axes généraux, mais il nous manque voilà, une évaluation très fine de la situation du port autonome de Lomé et une modélisation à l'aune des nouvelles contraintes de durabilité pour commencer à finement transformer le port autonome de Lomé. Alors la question se pose de quelle cartographie de risque, avec quelle méthodologie, et sachant qu'il y a des formations, quelle contribution technique des experts, notamment océanographes. Troisième axe de travail, la basse consommation d'énergie. On a parlé de décarbonation, mais comment arriver à des énergies bas carbone, à produire des énergies renouvelables. Le Togo, c'est vraiment beaucoup de soleil pour aller vite. Et donc, l'éolien, mais aussi le photovoltaïque, voilà, qu'est-ce qui est en cours? L'électricité à quai, bon, sachant que ça demande beaucoup de technologie, mais voilà, par l'éolienne, par le solaire, est-ce que c'est possible? C'est des enjeux majeurs à suivre. Donc, décarbonation, on en a parlé, je passe. Bon, les sécheresses et des vagues de chaleur, quand même, entraînent beaucoup d'effets. Donc, je pense que dans cette partie du golfe de Guinée, il y aurait un enjeu majeur à poursuivre cet aspect. L'érosion côtière entraîne aussi chez les citoyens un ensemble de réactions. Et sur ce point, il y aurait aussi quelques avancées techniques à suivre. Enfin, le port autonome de Lomé est associé dans la tête des citoyens togolais à de la vente de véhicules d'occasion, de produits d'occasion, etc. Il y a un grand marché tout autour. Et donc, la question d'une économie circulaire dans cette chaîne à l'interface du port et de la ville pourrait être aussi un lieu pour travailler la question des changements climatiques. Voilà, pour moi, je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, ça va être la même question que tout à l'heure. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour l'un ou pour l'autre des intervenants? Oui, merci pour ces deux interventions. Moi, j'avais une question donc au niveau du port de Lomé et plus généralement au niveau du Togo. Est-ce qu'il y a une forme, vous avez parlé de l'OMI qui intervient pour la compagnie, mais est-ce qu'il y a une forme de coopération avec les États voisins, les autres États africains? Je pense notamment, par exemple, quand on parle de décarbonation, on parle corridor vert. Est-ce que voilà, il y a mais sur d'autres sujets, il y a aussi de la collaboration qui peut être utile. Est-ce qu'il y a une forme de collaboration dans ce sens? Alors, j'ai pas de données sur les collaborations au niveau sous-régional, mais je sais que la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et puis l'UEMOA, Union économie monétaire, essaye d'avoir une législation un peu commune. Mais bon, c'est en germe parce qu'il y a plus une espèce de concurrence parce que c'est une région, une sous-région où il y a beaucoup de ports. Hein. Il y a le port de Cotonou, Bénin, pays voisin. Il y a Togo, au Ghana qui suit, il y a aussi un grand port. En Côte d'Ivoire aussi. Donc il y a voilà, beaucoup d'activités, même s'il y a quand même des échanges d'expériences. Au niveau institutionnel, sous-régional, on n'a pas encore de mécanisme assez marqué. Je sais qu'il y a des embryons de réflexion, mais je ne connais pas pour l'instant d'institutions fortes de ce point de vue. Oui. Moi, j'avais une question pour le premier intervenant. Merci beaucoup merci à tous les deux. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, de manière générale, sur les ports et le changement climatique. J'avais une question liée à la demande d'avis consultatif dont vous avez parlé à la Cour internationale de justice et des arguments qui étaient apportés par les États sur la question des sanctions et de la licéité de ces sanctions. Et puis, du coup, j'aurais aimé avoir votre sentiment là-dessus, sur la licéité de ces sanctions, sur, à votre avis, on va dire, la faisabilité que la Cour se prononce sur cette question. Est-ce que vous pensez que ce sera intégré dans l'avis? Et si oui, pour dire quoi? Enfin, si vous avez un avis là-dessus. Alors, c'est effectivement une question intéressante. On est dans une zone grise du droit international quand on parle de l'égalité de l'utilisation, je dirais, de l'impact des sanctions économiques sur les droits de l'homme et sur le droit au développement. Il y a le droit de la responsabilité des États pour faits internationalement illicites, l'article 51, qui parle de cette question-là, mais dans un cadre très, très général et un peu flou. Ça, c'est pour les droits de l'homme. Pour le droit de l'environnement, du lien, juste l'impact des sanctions sur le droit de l'environnement, c'est encore work in progress, je dirais. D'autant plus qu'il n'y a pas unanimité des États, de toute façon, pour ce qui est de l'utilisation, du cadre de l'utilisation des sanctions économiques. Il y a quand même une division nord-sud, évidente, puisque les sanctions sont édictées par des pays du Nord et touchent principalement des pays du Sud, je dirais, du Sud global. Donc il n'y a pas sauf pour certaines sanctions très spécifiques, je pense au blocus contre Cuba, la loi Helms-Burton, qui fait l'objet chaque année d'une déclaration de l'Assemblée générale, votée à la quasi-unanimité des États, avec le vote contraire des États-Unis et d'un ou deux autres États. L'Union européenne se prononce pour la levée du blocus, puisque ça heurte le principe
de liberté du commerce et de liberté de navigation, mais pas du point de vue de l'impact sur les droits de la population cubaine, de l'impact que ça a. Dans cette procédure à la CIJ, il y a un lien qui est très fort entre les obligations climatiques et le droit au développement, tant plus que les pays, il y a une liste de pays particulièrement vulnérables. Il y a une bonne quarantaine d'États insulaires qui, pour des raisons justement géographiques, sont exposés plus que d'autres et qui, en plus, tirent l'essentiel de leurs revenus de l'activité portuaire pour importer les matières premières, pour importer des hydrocarbures. D'autres États sont particulièrement vulnérables parce qu'ils tirent l'essentiel de leurs revenus de l'exportation des hydrocarbures. Et les États sanctionnés se trouvent en général parmi ceux-là. Par exemple, le Venezuela, l'Iran, qui sont des États d'ailleurs avec une grande pollution, qui se plaignent de ne pas pouvoir coopérer, même au niveau des scientifiques, pour faire de la formation, et puis des échanges scientifiques, et puis acquérir des technologies. On a parlé de l'électrification en fait, des ports pour pouvoir alimenter à quai les navires en énergie. Il faut de la technologie. Il faut de la technologie pour la propulsion des navires qui marcheront avec des carburants innovants. Tout ce qui est très difficilement accessible aux pays du Sud, en particulier les pays sanctionnés, parce qu'il y a un problème d'accès à la finance qu'on appelle la finance climat. Et là, cette finance climat, elle doit venir des organismes financiers, des banques multilatérales qui sont contrôlés par des pays qui sont bien souvent auteurs de ces sanctions. Alors, comment la Cour de justice pourra se prononcer, dans quel sens ? On sait que parmi les décisions qui ont été prises par la COP29, il y a déjà l'article 4, paragraphe 7 de la Convention cadre des Nations Unies. J'invite tout le monde à bien lire cet article 4, paragraphe 7, qui fait dépendre les obligations climatiques des pays en développement de l'exécution par les pays développés de leurs propres obligations en matière de finance et de transfert de technologie vis-à-vis des pays en développement. Et il y a également parmi les décisions de la COP 29, la seule allusion qui faite, pas directe évidemment, ça n'est qu'une allusion à la problématique des sanctions, j'ai noté le paragraphe 21 de la déclaration de Bakou, qui, je cite, dit que la conférence des parties demande instamment à tous les acteurs du financement de la lutte contre le changement climatique d'éliminer les conditionnalités pour l'accès à la finance climat. Bon, on se rend bien compte que ce paragraphe est formulé de manière plutôt large et donc peu contraignant. Est-ce que la Cour va pouvoir se saisir, motiver son avis là-dessus ? En tout cas, elle a également à se déterminer sur l'existence d'un droit à l'environnement sain. C'est un des juges de la Cour qui a posé une question écrite à tous les États. Et là, il n'y a vraiment pas de consensus. Il y a des opinions. Certains États disent oui, il y a en droit international coutumier un droit à l'environnement sain, mais un certain nombre d'autres États, nord-sud, se prononcent contre l'existence en droit international coutumier de ce droit à un environnement sain. Et donc il y a quand même ce lien entre obligations climatiques, droit au développement, droit à un environnement sain, et comme obstacle viennent les sanctions économiques. En tout cas, on attend avec impatience l'avis final. Du coup, je vais enchaîner moi aussi avec une question qui finalement s'adresse à tous les deux.
qui concerne le port de Lomé, mais aussi également un certain nombre d'États qui sont partis, qui se sont joints à la demande d'avis consultatif. Pour le Togo, le port de Lomé, il est absolument vital. C'est assez vrai également pour un certain nombre de petits États insulaires. Pourquoi ? Parce que la majorité des approvisionnements passent par là. C'est-à-dire, si on perd le port, ben, plus rien n'arrive, très concrètement. De ce fait, du coup, comment ces pays pensent financer justement ces transformations? Est-ce que c'est en devoir des autres États de les aider au titre juste de sortir d'un potentiel enclavement, ou est-ce que vous avez eu des solutions, ça serait peut-être trop ambitieux, mais des réflexions sur cette question, notamment pour Lomé, pour la question de la sécurité alimentaire, qui est une question réelle, s'il n'y a plus de nourriture qui arrive. Alors, en général, effectivement, ce que je constate, c'est que les adhésions du gouvernement togolais à des espaces internationaux vont avec des programmes de coopération et d'assistance technique, avec des fonds aussi dédiés à encourager la promotion de ports durables. Et donc, je sais que par ce biais, il y a un espace de solidarité, des fonds, des financements qui aident à mettre en œuvre ces transformations. Mais globalement, oui, la question des moyens se pose fortement. Alors ça demande aussi probablement un modèle économique dédié, hein, puisque on voit bien, et comme François Daniel le disait, le modèle économique du port classique est en grand bouleversement. Donc au niveau du business model, on va dire comme ça, il y aurait plutôt des changements profonds à faire, hein, pour pouvoir s'adapter en fait à cette nouvelle donne et pouvoir aussi financer de l'intérieur, voilà, ces changements en termes de durabilité, quoi. Mais la question de la solidarité internationale est importante, et en lien avec les COP. Je pense qu'il y a un lien aussi à faire. D'ailleurs, le financement peut venir, par exemple, soit d'un État, j'ai pris le cas de l'exemple du port de Chabahar, un État qui a les moyens et qui voit son intérêt propre aussi à transformer le port pour en faire un hub, un couloir, un corridor de transport, en raison de son intérêt propre. Sinon, si c'est un financement international, c'est sur la dette du pays que ça va tirer. La finance climat, malheureusement, elle est octroyée aux pays du Sud essentiellement sous forme de prêts, et de prêts par les institutions internationales, et ça augmente l'endettement des pays concernés. Et les pays concernés manquent de toute façon de ressources propres pour financer ces projets-là. C'est pour ça qu'on attend avec impatience la façon dont les engagements de Bakou, j'ai parlé des 300 milliards, mais il y a également un objectif global de 1500 milliards à l'horizon 2035, mais c'est un objectif global, il n'y a rien de contraignant. C'est un appel en fait à tous les opérateurs et pas seulement aux États de contribuer. On verra. En tout cas, ça pose le problème de la capacité du système financier international. Sur ce point-là, je voulais juste ajouter, quand on parlait de l'avis consultatif CIJ tout à l'heure, il y a toute une série d'États, notamment de petits États insulaires qui sont à l'origine de la procédure,
qui ont utilisé comme argument le fait de dire que ces États, que eux subissent en fait les effets néfastes du changement climatique et que du coup le coût de l'adaptation doit être supporté par les États qui sont responsables de ce changement climatique. On verra bien ce que la Cour va dire, mais il y a cet argument-là qui est utilisé à la fois pour essayer d'établir une obligation de financement, mais également sous l'angle du droit de la responsabilité, en disant qu'il y a eu un dommage et que le dommage doit être réparé et que du coup la réparation peut passer par une espèce de financement de l'adaptation. Voilà. Bon, on verra. Tout à fait. Déjà, avec la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il y a des principes qui ont été établis, comme le principe de coopération, évidemment, le principe d'équité, et puis, j'ai fait référence tout à l'heure dans ma présentation, le principe de responsabilité commune, mais différenciée, qui est absolument clé. Responsabilité commune, mais différenciée. Donc c'est un principe nouveau du droit. Parfait. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture cet après-midi d'études. Je vous remercie tous d'être restés jusqu'au bout, de nous avoir écoutés. Mes remerciements s'adressent également aux personnes qui nous ont suivis en ligne. Je remercie les intervenants pour la qualité de leurs exposés, la variété aussi. Alors, bien entendu, la question portuaire, on pourrait parler d'un million d'autres choses. Je suppose que vous l'avez entendu quand on a parlé les uns les autres, mais on est assez passionnés par le sujet. Donc, nous avons globalement tenu le temps, ce dont je félicite tout le monde parce que c'est assez rare pour être noté. Et mes derniers remerciements vont à Chiara Neri et Pascal Ricard pour avoir permis que cet après-midi d'études se réalise. Merci à tous et bonne soirée.